Le cerveau est-il un déclencheur d'alerte lors du stress aigu? Oui, nous allons voir que c'est vrai, nous en avons déjà parlé dans d'autres cours. Nous sommes toujours dans la thématique corps humain et santé, et notamment comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme. Alors, nous avons déjà fait plusieurs cours, un bilan, etc. Mais le dernier en date, en quelque sorte, c'est la deuxième partie sur 7-8 parties à peu près, on verra. Donc concernant le cerveau en tant que déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Globalement, nous savons que la réponse de l'organisme est d'abord très rapide lorsqu'il y a un stimulus qui correspond à quelque chose qui nous stresse en quelque sorte. Eh bien, c'est le système limbique qui est stimulé. Nous allons en parler. En particulier, les zones impliquées dans les émotions, telles que l'amygdale. Alors, ne pas confondre avec les amygdales qui sont au fond de la gorge et qui sont en relation avec le système immunitaire. Là, il s'agit d'une zone au niveau du cerveau, une zone cérébrale. Et cela a pour conséquence la libération d'une hormone que nous appelons l'adrénaline par une glande que nous appelons la glande médullosurrénale. L'adrénaline va provoquer une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, ainsi que la libération de glucose dans le sang. Alors, il est bon de savoir interpréter des données d'imagerie médicale et ou d'électrophysiologie sur l'activité neuronale de certaines zones cérébrales en réponse à des agents stresseurs. Il est bon aussi que vous puissiez observer des coupes histologiques de glandes surrénales, de manière à distinguer donc ce que l'on appelle la médullosurrénale de la corticosurrénale. Donc, ils sont des glandes situées au-dessus des reins, surrénales, au-dessus. Il est bon aussi que vous sachiez à l'issue de ce cours recenser, extraire et exploiter des informations pour visualiser la libération différenciée dans le temps de l'adrénaline, mais également d'une autre hormone dont nous allons parler dans un autre cours, et qui s'appelle le cortisol, et ainsi que savoir visualiser également les effets de ces deux hormones. Bon, aujourd'hui, on parlera surtout de l'adrénaline. Nous savons que le cerveau réagit immédiatement en présence d'un agent stresseur. C'est la phase d'alarme du stress aigu. Puis, la phase de résistance devient effective dans les minutes, voire les secondes, qui suivent l'apparition de l'agent stresseur. L'agent stresseur, c'est le stimulus qui va nous stresser. C'est-à-dire qu'il va nous amener dans un état qui ne sera pas l'état normal, entre guillemets, bien que cet état de stress soit normal suite à la visualisation de quelque chose qui nous stresse. Donc c'est une réaction de l'organisme en quelque sorte. Donc je vous disais qu'il va y avoir également une phase de résistance qui va devenir effective dans les minutes, voire les secondes, qui vont suivre l'apparition de l'agent stresseur, avec la libération d'une hormone que l'on appellera dans ce cours-ci l'adrénaline, et je répète, on parlera du cortisol un petit peu plus tard. Donc, nous allons comprendre que le cerveau est un déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Alors, juste rappeler que lorsque l'on perçoit une situation qui va nous stresser, eh bien, nous avons au niveau de notre cerveau quelque chose qui va produire des signaux d'alarme qui vont préparer l'individu à résister à l'agent stresseur. Alors, résister, ça peut vouloir dire aussi fuir. Alors, ça dépend de l'intensité du stimulus, évidemment. Plus l'agent stresseur est, je ne dis pas virulent, mais en quelque sorte virulent, qui permet de bien comprendre, eh bien, plus la réaction va être... Alors, ce sont des réactions qui sont stéréotypées, mais n'empêche que
entre quelqu'un qui nous présente brusquement sa main devant notre visage pour X raisons, pour nous faire une blague, etc. Donc entre ce geste très simple et puis le geste d'un éléphant ou d'un lion qui font sur nous, là vous voyez bien qu'au niveau du stimulus, il y a des degrés d'écart énormes. Donc nous allons voir que plusieurs régions cérébrales sont impliquées et vont coopérer lors de cette phase d'alerte. Donc on peut se poser la problématique suivante, eh bien quelles sont ces zones du cerveau qui vont être impliquées, quand et comment elles vont intervenir. Alors, nous avons dit que nous allons travailler sur le cerveau en tant que déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Donc nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en étudiant 3 points particuliers. D'abord, l'observation en direct d'une réponse cérébrale. Alors, je vous rappelle que mes cours sont vocaux, hein, donc je ne vous présente pas d'images, sauf exception. Donc, c'est à vous de trouver les documents et puis de vous appuyer sur ces documents pour essayer d'affiner ou de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, premièrement, il s'agit d'observer en direct une réponse cérébrale, suite à un agent stresseur, évidemment. Ensuite, nous verrons qu'il y a une coopération entre plusieurs régions cérébrales, donc ce qui est indispensable. Donc le système nerveux va intervenir, mais pas que le système nerveux. On verra que également des glandes vont intervenir, ainsi que leurs hormones. Et puis nous allons voir que, dans un troisième point, que la réaction est très rapide, qu'il y aura une décharge d'adrénaline avec les conséquences qui vont suivre suite à cette décharge d'adrénaline. Alors, donc commençons par essayer d'observer en direct la réponse cérébrale. Il s'agit de comprendre l'activité du cerveau, de visualiser l'activité du cerveau lors, par exemple, d'une écoute de 2 types de sons différents. D'abord un son neutre et ensuite un son correspondant à une musique qui va générer, par exemple, un stress aigu. Et à l'opposé, écoutez également une musique qui serait plutôt agréable, voire joyeuse. Donc, si vous étudiez, alors je vous invite à aller jeter un œil sur le logiciel que l'on appelle EduAnat 2, EduAnat 2, et vous allez pouvoir faire l'activité qui va correspondre à l'audition d'un son neutre, entre guillemets, et à cette musique qui va générer un stress aigu, et à l'opposé, une musique qui peut générer une musique joyeuse, enfin quelque chose de joyeux en tout cas. Donc pour mettre en évidence des zones cérébrales qui sont activées par certaines émotions, eh bien il faut comparer, ou on peut comparer des IRMF, donc imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, hein, je vous invite à trouver la définition par vous-même. Donc imagine IRMF réalisé lors de l'écoute de son neutre, et vous comparez avec d'autres IRMF réalisés lors de l'écoute de musique qui vont susciter des émotions, soit qui vont générer quelque chose qui sera plutôt stressant, soit qui va générer quelque chose qui sera plutôt joyeux, agréable. Et l'activité du cerveau va vous être révélée par des zones qui seront colorées en utilisant le logiciel EduAnat 2, et puis des zones donc, que vous allez superposer à une image anatomique, donc IRM plutôt anatomique, donc du patient selon 2 plans de coupe qui correspondent à des plans, alors un plan axial et un plan coronal. Donc vous allez voir donc des images qui apparaissent suite à cette résonance magnétique fonctionnelle IRMF d'une personne qui écoute un son neutre, donc sur le schéma que j'ai devant moi ce sera à gauche, ou bien une musique tantôt effrayante, tantôt joyeuse, donc qui sera plutôt sur le côté droit.
si vous obtenez les mêmes images que moi. Alors, oui, vous allez me dire, c'est quoi une coupe axiale, c'est quoi une coupe coronale? Coupe axiale, bah, vous prenez un carré et vous le placez au-dessus de votre tête. Ça vous donne la coupe axiale. Alors, plus vous descendez cette surface carrée, plus vous allez apercevoir de zones différentes au niveau du cerveau. Et puis la coupe coronale, elle, c'est vous prenez cette plaque carrée, vous la placez devant vous. Et vous la faites bouger dans ce sens-là. Alors évidemment, vous ne pouvez pas entrer dans votre cerveau, mais l'IRMF permet, elle, de faire des coupes correspondant à ce plan coronal. Donc, vous allez voir que il y a des sons qui sont porteurs d'émotions, que vous verrez à droite de votre schéma, si vous avez la même image que moi. Donc, des sons porteurs d'émotions activent une région paire qui est située en profondeur et vers la base du cerveau. Alors, vous pouvez vous demander, c'est quoi cette zone du cerveau? Évidemment, il faut se poser la question et puis essayer de trouver. Eh bien, l'exploration dynamique de ces images, à l'aide de ce logiciel EduAnat2, permet de localiser plus finement les régions cérébrales impliquées et vous allez vous apercevoir que ce sont ce que l'on appelle les amygdales. Donc, ça veut dire qu'il y a une mobilisation des aires auditives lors de l'écoute d'un son neutre, puis conjointement celle des amygdales quand la musique devient une source d'émotions agréables ou désagréables. Bon, voilà, donc moi je vous invite très fortement à aller voir ce logiciel EduAnat2 et vous amuser à visualiser différentes choses, que ce soit au niveau anatomique ou au niveau fonctionnel, puisque vous allez pouvoir avoir accès à des images correspondant à des IRM anatomiques et des IRM fonctionnels, et la superposition d'une IRM fonctionnelle sur la bonne imagerie anatomique vous donne une certaine coloration qui permet de localiser les zones qui sont impliquées lors de l'écoute d'un son neutre ou d'un son qui génère une émotion agréable ou une émotion désagréable. Allez-y, faites-le. Faire quoi? Eh bien, allez télécharger ou regarder en direct EduAnat2 et essayez de trouver une activité qui vous permette d'écouter un son neutre et un son qui génère des émotions. Alors, donc on a dit que certaines zones sont mobilisées lors de la phase d'alarme et ces zones ont évidemment un rôle important. Il y a en quelque sorte, et ce sera le deuxième point, une coopération de plusieurs régions cérébrales. Alors, aujourd'hui, donc, on est capable d'établir des mécanismes ou de comprendre des mécanismes correspondant au stress aigu et on est capable de comprendre également, donc de voir, de localiser certaines zones qui correspondent à plusieurs régions cérébrales qui vont communiquer les unes avec les autres. Dans un premier temps, lorsqu'il y a l'apparition d'un stimulus correspondant à quelque chose de stressant, en fait, eh bien, il y a le cortex préfrontal qui va analyser les émotions. Alors, il faut se souvenir que on a des sens, les organes des sens. Par exemple, les yeux voient quelque chose. Donc, cette chose que l'on voit va se transformer au niveau de la rétine en quelque chose qui va aller vers le nerf optique pour aller vers les zones cérébrales, par exemple occipitales à l'arrière. Donc ce sont des messages nerveux sensitifs qui partent de l'organe des sens, en l'occurrence ici
la rétine, puisqu'il y a des cônes qui sont des cellules, des cônes et des bâtonnets, donc qui sont des cellules réceptrices en quelque sorte de certains messages visuels. Donc il y a une transformation de ce stimulus au niveau de ces récepteurs en un message nerveux sensitif qui va être transporté, véhiculé entre guillemets le long du nerf optique pour aller rejoindre les aires occipitales qui sont situées à l'arrière de la tête. Et là, il va y avoir une analyse de l'ensemble des informations. On dit que le cerveau va intégrer les informations qui lui arrivent, donc le message nerveux sensitif, donc qui est sous forme de potentiels d'action, qui ont tous ces potentiels ont la même amplitude, mais ils sont codés en fréquence, c'est-à-dire en nombre, en nombre plus ou moins important de potentiels d'action qui correspondent à des messages nerveux, donc qui vont arriver dans le cerveau et être intégrés, donc analysés. Et cette analyse induit le fait qu'il va y avoir une communication avec d'autres zones. Donc toutes ces zones dans le cerveau vont communiquer entre elles, en relation bien entendu avec le stimulus qui a déclenché ces réactions. Donc ce que je vous disais, c'est que de nombreuses expériences que l'on a réalisées chez l'homme ou sur des modèles qui sont des modèles animaux, eh bien, on a pu établir donc que des mécanismes du stress aigu sollicitent des régions cérébrales qui vont communiquer entre elles. Et je vous disais que dans un premier temps, le cortex préfrontal, donc qui a reçu les informations qui viennent d'autres régions du cerveau, en fait au niveau sensitif plus particulièrement, eh bien ce cortex préfrontal va analyser les informations issues des 5 sens également. Alors, je simplifie, mais il y a d'autres régions qui vont intervenir entre parenthèses. Et donc, il va y avoir un échange d'informations avec une zone que l'on appelle hippocampe. Alors, rien à voir avec le petit animal que l'on trouve dans l'eau, dans les océans. Mais c'est l'hippocampe qui, lui, est impliqué dans la mémorisation. Et puis, il va y avoir également des échanges d'informations avec l'amygdale, nous en avons déjà parlé, qui est le site de traitement des émotions, plus particulièrement. Alors ces deux régions, donc hippocampe et amygdale, font partie de ce que l'on appelle le système limbique. Ensuite, le cortex préfrontal va activer une autre zone cérébrale que l'on appelle hypothalamus. Et cet hypothalamus, dont nous allons parler plus loin, plus tard, aujourd'hui, un petit peu aujourd'hui, mais surtout dans d'autres cours, eh bien, surtout en relation avec, lorsque l'on va établir le lien au niveau des réactions entre l'adrénaline et le cortisol. Donc je vous disais que le cortex préfrontal va activer une zone que l'on appelle l'hypothalamus, hypothalamus, qui est une zone qui fait partie du système nerveux. Et cet hypothalamus va stimuler à son tour le locus ceruleus. Alors, on peut dire queruleus ou ceruleus, au choix. Donc, je vous disais que l'hypothalamus va stimuler à son tour le locus. On va dire locus, ça va être plus simple. Et quelques secondes plus tard, eh bien, le système nerveux sympathique, à son tour, est activé. Donc, système nerveux sympathique qui fait partie du système végétatif. Donc là, on voit que, globalement, on a ce qui intervient, le cortex préfrontal, l'hypothalamus, on verra que également l'hypophyse intervient, parce que l'hypophyse dépend de l'hypothalamus, du moins au niveau des sécrétions hormonales. L'amygdale intervient également, l'hippocampe et le locus ceruleus. Donc autant de régions cérébrales qui sont impliquées dans le stress et que vous pouvez vous amuser à regarder sur une coupe sagittale. Coupe sagittale, donc c'est vous prenez votre carré et vous le faites passer au milieu, puis vous allez à droite et à gauche, ça vous donne la coupe sagittale. Donc là, nous avons vu qu'il y a une coopération
de plusieurs régions cérébrales suite à un stimulus plus ou moins effrayant. Donc nous avons dit que de l'adrénaline va être libérée, alors entre parenthèses par la médullo-surrénale. Donc l'adrénaline est libérée par certains organes, alors pas 36 000 organes, hein, c'est juste la cortico-surrénale, la médullo-surrénale, donc la partie centrale des glandes surrénales. Et donc cette adrénaline qui est libérée va avoir des actions, lesquelles? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, essayez de vous procurer donc une coupe transversale d'une glande surrénale observée au microscope optique. Par exemple, une glande de rat. Donc vous allez pouvoir observer le tissu adipeux, le cortex surrénalien, donc qui est situé en périphérie, et la médullo-surrénale, qui est la zone située plutôt au centre de la glande surrénale. Donc là, nous allons voir, et ce sera le troisième point, qu'il y a une réaction très rapide, que l'on va appeler la décharge d'adrénaline, qui va avoir des conséquences. Alors, certains messages nerveux parcourent les nerfs sympathiques et vont provoquer immédiatement une stimulation du cœur et de l'appareil respiratoire. Ensuite, très rapidement, au bout de quelques secondes, il va y avoir un déclenchement d'une libération dans le sang d'une hormone que l'on appelle adrénaline. Cette molécule, elle est fabriquée par les glandes surrénales, qui sont des organes situés dans la cavité abdominale, au-dessus des reins. Une coupe transversale d'une glande surrénale vous montre qu'elle est entourée de tissus adipeux, j'en ai déjà parlé, et cette glande surrénale en coupe transversale montre deux glandes, nous en avons parlé. Au centre est coloré en violet sur la coupe qui est devant moi. Eh bien, vous avez la médullo-surrénale qui va sécréter l'adrénaline. Et en périphérie, donc sur le pourtour de la glande surrénale, en rose dans mon schéma, eh bien vous avez le cortex surrénalien, donc c'est la partie extérieure, qui va sécréter une autre hormone. Alors on verra que c'est le cortisol, mais on le verra dans un autre cours. Et cette autre hormone est également impliquée dans le stress. Nous allons en parler dans un autre cours. L'adrénaline a des effets physiologiques qui sont variés sur l'organisme. Nous allons voir notamment qu'il y en a trois importants. Notamment la dilatation, alors 3, 4, 5, 6, ça dépend, mais on va voir après qu'il y a une action très importante sur le système cardiovasculaire, et le système respiratoire également. Mais bon, nous allons voir un document sur le système cardiovasculaire suite à l'injection de l'adrénaline, donc tout à l'heure. Donc l'adrénaline a des effets physiologiques variés sur l'organisme, elle va provoquer notamment la dilatation de la pupille, donc la pupille va s'ouvrir comme pour mieux voir la chose qui correspond au stimulus. Il va y avoir également modification de paramètres cardiovasculaires, nous allons en parler tout à l'heure, et également il va y avoir une action sur les réserves de glycogène de l'organisme. Nous allons en parler tout à l'heure aussi. Alors, donc il y a au niveau de ces glandes médullo-surrénales un rôle très important, puisque ce rôle c'est la libération d'adrénaline, qui va avoir des effets. Donc effet d'une perfusion. Quel est l'effet d'une perfusion? En fait,
lente d'adrénaline sur les fonctions cardiovasculaires d'un patient, eh bien, ce sera d'abord une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc le cœur bat plus vite. Il va y avoir une augmentation également de la pression artérielle. Alors, augmentation de la pression artérielle maximale, qui est plutôt la pression systolique, et plutôt une diminution de la pression artérielle minimale, donc qui correspondrait à la pression diastolique. Donc la fréquence cardiaque augmente, je vous l'ai dit, la pression artérielle maximale augmente et la pression artérielle minimale diminue. Ceci entraîne un débit cardiaque plus important. Donc la quantité de sang qui s'écoule est plus importante. Et il y a également ce que l'on appelle la résistance périphérique totale qui sera moins importante. Alors, donc je vous ai dit, si on fait une perfusion lente d'adrénaline, on voit que les fonctions cardiovasculaires du patient sont modifiées. Je répète qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque qui va passer par exemple de 75 battements par minute à par exemple 100 battements par minute. Donc rien que la visualisation du stimulus est due à l'adrénaline, le cœur augmente ses battements. Donc lorsque l'on est très stressé, de manière générale, on a tendance à ce que le cœur batte plus vite. D'où il faut savoir s'apaiser lorsqu'il y a des stress pas trop importants dans la vie de tous les jours. Donc augmentation de la fréquence cardiaque, je l'ai dit, augmentation du débit cardiaque également, je vous l'ai dit. Et puis augmentation de la pression artérielle qui peut passer par exemple de 13,8 à 15,7. Alors de 13,8 à 15,7, mais on ne donne pas la deuxième valeur, qui elle aurait tendance à diminuer un petit peu, pression diastolique. Donc là il s'agit de la pression systolique qui augmente. Et puis il y a également une diminution de la résistance périphérique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vasodilatation des artérioles. Alors les artères, c'est ce qui contient les nutriments et l'oxygène en quantité importante. Donc voilà, et on sait que les muscles vont recevoir de ce fait-là plus de sang par unité de temps. C'est la conséquence des modifications. Donc là, on explique l'action de l'adrénaline sur la glycémie également, en abaissant les réserves de glycogène hépatique et musculaire. Pendant environ une demi-heure, l'adrénaline va permettre d'élever la glycémie jusqu'à 75% de son taux initial. En une heure à peu près. Les muscles, de ce fait, vont recevoir un sang qui sera plus riche en glucose, qu'ils pourront extraire à leur profit, c'est-à-dire pour augmenter, de manière générale au niveau des muscles, la respiration cellulaire qui permet de produire de l'énergie. L'énergie est produite par oxydation du glucose par le dioxygène, parce que le dioxygène arrive également en quantité importante, le glucose aussi, et de ce fait-là, les muscles qui reçoivent plus d'oxygène et plus de dioxygène et plus de glucose vont pouvoir assurer ou produire plus d'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate, qui sera utilisée pratiquement spontanément pour pouvoir réagir face au stimulus. Alors, donc lors de la phase de la résistance du stress aigu, eh bien l'activité musculaire accrue permet à l'organisme d'être prêt à l'action, c'est-à-dire par exemple soit d'attaquer, soit de fuir. Ça dépend du stimulus. Donc voilà, concernant cette réaction qui est très rapide et correspondant à une décharge d'adrénaline et ses conséquences, on a vu que l'action est pratiquement spontanée et puis très stéréotypée. Ça veut dire que
quel que soit le stimulus, la réaction est pratiquement toujours la même. La réaction immédiate de stress aigu est pratiquement toujours la même, avec des modulations évidemment selon l'agent stresseur. On ne réagit pas de la même façon, de la même façon suite à un train qui fonce sur nous, par exemple si on se met au milieu d'une voie ferrée, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, et puis face à un moustique qui tourne autour de nous, par exemple, prêt à nous piquer. Donc il y a un écart d'intensité stressante, entre guillemets, de ce stimulus, qui fait que le corps va réagir, mais de manière, je répète, plus ou moins stéréotypée, donc on a plus ou moins à chaque fois toujours les mêmes réactions. Modulées tout de même, évidemment. Donc voilà, on a vu les principales informations que l'on a déduites lorsque l'on a dit que au départ le cerveau est un déclencheur d'alerte du stress aigu. Eh bien on a vu que il y a certaines zones du cerveau qui sont impliquées et que quand et comment interviennent-elles? Eh bien évidemment elles interviennent dès l'instant où le stress, où le stimulus nous apparaît. Alors stimulus physique, vraiment, ça peut être un stimulus psychologique également. Bon, on peut imaginer toutes sortes de stimulus que nous avons déjà énumérés en partie dans le cours précédent, que je vous invite à écouter. Donc voilà, le cerveau un déclencheur d'alerte lors du stress aigu. Le cours est terminé. Merci.